tombé hier tout de suite à la fin de l'émission. Les 5 hockeyeurs ont été acquittés, donc non coupables d'avoir agressé sexuellement une femme il y a bientôt 7 ans. Des anciens joueurs d'Équipe Canada, c'est la juge Maria Caroccia qui a fait l'annonce finalement. Puis il y a eu des mots très durs, j'ai trouvé, à l'endroit de la victime quand elle a dit qu'elle ne croyait pas finalement sa version, qu'il y avait des trous. Puis on a reçu à cette émission hier, pas mal dans ces heures-ci, une femme qui a vécu un viol collectif, qui est venue nous raconter son histoire, son parcours, la lumière au bout du tunnel aussi. Puis il y avait des trous dans son histoire, puis elle nous expliquait comment. Donc ça arrive, mais pour faire la lumière sur le côté thérapie de la chose, l'impact aussi d'un procès comme celui-là, parce qu'on parle de lui, mais il y a eu également Sean Combs, il y a eu Gilbert Rozon, des gros procès médiatiques. Ça a quoi comme impact pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas de tribune, puis ceux qui vivent ça dans l'ombre aussi? François Renaud, sexologue, psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir sexuel. Bon vendredi. Bonjour. Quand on entend ce genre de cause-là sur la place publique, ça fait grand bruit. Hier, il y en a beaucoup qui ont été déçus. J'ai entendu beaucoup de monde sur les réseaux sociaux se prononcer puis donner tous les mots d'église inimaginables par rapport au verdict. Ça a quoi comme impact par la suite? Vous, comme vous accompagnez certaines personnes, ça fait quoi d'avoir ce genre de verdict-là sur ceux qui ont vécu ça dans le quotidien? C'est sûr que ça peut faire un genre de violence un peu là, tu sais, à rebond, si tu veux, pour les gens qui ont vécu ça, qui eux ont peut-être eu un processus similaire, puis qui ont pas, leur agresseur a été acquitté ou qui n'ont pas fait le processus, puis qui pensaient peut-être le faire, mais qu'avec cette situation-là, ont décidé que peut-être là ça valait pas la peine là de le faire. Donc c'est sûr que ces situations-là rendent très difficile pour les gens qui ont vécu ça, puis ça peut ressortir par la suite là, en thérapie. Donc, il y a certaines personnes, comme par procuration, ça fait partie du plan de traitement. Faut aussi, ça vient raviver un traumatisme, quelque chose du genre? Oui, exactement. Ça peut faire vraiment raviver le traumatisme ou toute la crainte, la manière que les gens réagissent en ce moment, autant d'un côté que de l'autre, ben, ça peut démontrer un certain soutien. Mais il y a des gens aussi qui étaient sur le côté de acquitter, puis de voir ces choses-là. On a parlé qu'il y avait beaucoup de stéréotypes, par exemple, qui sont sortis des mythes par rapport à l'agression sexuelle pendant le contre-interrogatoire, qui n'ont pas été nécessairement adressés là, par la juge et tout ça. Donc, c'est sûr que ça donne pas tant envie pour bien des gens de peut-être procéder dans le sens légal et donc là, ressent une injustice face au manque de justice légale qu'ils pourraient peut-être aller trouver. Il faut quand même prendre en considération qu'un cas n'est pas celui de tout le monde. Tout le jargon légal, toutes les procédures légales, c'est quand même assez complexe. Si on n'était pas vraiment en cours, qu'on ne connaît pas le processus, c'est difficile d'arriver à des conclusions sans qu'on ait toutes les informations pour arriver à la conclusion que, par exemple, la juge, elle est arrivée hier aussi. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a le tribunal puis il y a le tribunal populaire. Il y a comme deux façons. C'est vrai qu'on n'a pas toutes les informations. Mais quand même, je me dis, comme psychologue, sexologue, comment on explique, par exemple, parce que, tu sais, la juge, dans ce cas-là, a dit, bon, je trouvais que le témoignage n'était pas crédible. Mais ça, on l'entend de d'autres témoignages. Tu sais, si on généralise, qu'est-ce qui fait justement qu'une victime va avoir des trous dans son histoire, parfois va justement pas donner la même version aux enquêteurs qu'en cours? Qu'est-ce qui fait que la victime, parfois, peut sembler non crédible, mais c'est pas de la non-crédibilité, là? J'imagine qu'il y a une raison pourquoi des fois le discours est pas le même. Oui, donc à la base, là, qu'on ait vécu quelque chose de traumatisant ou pas, nos mémoires nous font défaut. Donc, c'est une des raisons pourquoi qu'on utilise cette tactique-là de comme vouloir décrédibiliser quelqu'un. Mais encore plus quand on a vécu, en fait, un trauma, notre cerveau ne processe pas, en fait, notre mémoire de façon naturelle quand on a vécu un traumatisme. Donc, tu as une mémoire explicite puis tu as une mémoire implicite. La mémoire implicite, c'est davantage le cerveau de l'hémisphère droit qui processe plus les informations au niveau corporel, les sensations, le goûter, etc., les sens, là, les 5 sens. Puis après ça, c'est transformé dans la mémoire explicite qui est le langage. Et dans un traumatisme, c'est comme si ce processus-là ne se fait pas. Comme si ton cerveau il est comme un peu overloadé, puis il y a juste une partie des choses qui vont passer dans la mémoire explicite, puis une partie qui n'est pas passée nécessairement. Et donc, si on n'a pas fait un processus thérapeutique qui a travaillé ça, bien effectivement, la version des faits, elle change, il manque des bouts, il y a des trous dans le souvenir de l'agression sexuelle. Et donc, faire un compte interrogatoire puis de tenter d'utiliser finalement un symptôme de l'agression et du traumatisme pour décrédibiliser quelqu'un, ben
Personnellement, je trouve pas ça particulièrement éthique et moral parce que ça fait partie, en fait, du traumatisme de vivre une agression sexuelle. Puis là, de ce que j'entendais, c'est qu'on a fait ça pendant 7 jours ou pendant 7 7 heures. jours. Oui, Oui, dans le c'est ça, fond, 7 c'est jours. 9 jours, mais 7 jours de contre-interrogation. C'est ça. Donc, c'est sûr que cette personne-là qui a vécu quelque chose qui s'est passé il y a 7 ans, qui a dû redire son histoire probablement à plusieurs reprises aux policiers, à son avocat, en cours, à d'autres moments. Un moment donné, c'est sûr qu'il y a des choses qui changent. Elle est peut-être allée en thérapie, il y a il y a peut-être des bouts de l'histoire qui se sont rajoutés, qui ont été processés depuis là. Fait que c'est sûr que les versions vont changer d'une fois à l'autre. Donc, d'utiliser ça contre quelqu'un qui a été agressé sexuellement, ben, c'est sûr que ça manque peut-être un peu de crédibilité dans le processus. Mais encore là, c'est notre système légal qui fonctionne de cette façon-là. Il faut crédibiliser les témoignages, puis la partie adverse tente de décrédibiliser le témoignage. On parlait aussi de mind mapping traumatique. C'est quoi ça exactement? Ouais. Donc, le mind mapping, en fait, c'est une habileté qu'on a dès l'âge de 4 ans, puis qui devient mature à l'âge de 11 ans. Donc, c'est notre capacité de percevoir finalement les intentions, les désirs d'une autre personne. Pendant la sexualité, c'est ce qu'on fait quand on tente de séduire quelqu'un, tous les messages non verbaux, les petits regards coquins qu'on va avoir, ben, on utilise ça pendant la sexualité. Et malheureusement, dans une agression sexuelle, ben, c'est la même chose qui se passe. On mind map en fait notre agresseur. Et le fait de mind mapper son agresseur, d'être en train de se questionner sur ses intentions, sur le plaisir peut-être qu'il est en train de prendre de m'agresser, bien, ça suscite une émotion de dégoût. Et ce sentiment-là de dégoût, en fait, crée du mind mapping traumatique. Et c'est une des raisons pourquoi, suite à une agression sexuelle, une victime une ou un victime se sent sale. Ils ont intégré, en fait, le dégoût à l'intérieur. C'est très typique que ces gens-là, ils veulent se laver. Ils se sentent dégoûtants ou dégoûtantes, vont prendre des douches parce qu'ils ont intégré un sentiment de dégoût. Le même dégoût qu'on a si on mange une pomme pourrite ou une pêche pourrite, là, c'est la même chose, sauf que c'est un dégoût social. Mais à place d'être transféré à la personne qui a agressé, il est intégré. C'est comme un genre de processus au niveau de ton cerveau. Ce mind mapping-là, c'est ce qui crée la difficulté à ta mémoire explicite et implicite de s'intégrer ensemble. Il y a comme un blocage entre les deux qui fait que là, on a des trous dans notre mémoire, qu'on a des flashbacks, qu'on a de l'irritabilité, qu'on peut avoir d'un choc post-traumatique. C'est le mind mapping qu'on fait de l'agresseur qui est souvent traumatisante. Il y a tout l'aspect de son intégrité physique qui est comme utilisé contre notre gré, mais ce qui est vraiment traumatisant, c'est l'aspect psychologique relationnel d'une agression. Est-ce que c'est la raison pour laquelle certains vont ou certaines vont vouloir se laver avant même d'être passés à l'hôpital parce que certains vont même pas faire les tests pour prouver qu'il y a eu agression ou quoi que ce soit? Il y en a qui ne vont pas faire ça. Est-ce que ça peut expliquer la décision de certains? De ne pas aller faire les tests À l'hôpital après, là, parce que souvent, ça prend des preuves ou on va vouloir faire des tests pour évaluer là, les dommages, entre guillemets. Il y en a qui vont pas y aller, là, qui vont refuser d'aller à l'hôpital après la tragédie. Suite à une agression sexuelle où ton intégrité corporelle a été violentée ou violée, c'est sûr que d'aller faire des tests médicaux qui est quand même assez invasif, là, tu dois te remettre tout nu devant un professionnel de la santé. On essaie d'aller récolter des échantillons. On va utiliser un spéculum. Ça peut faire mal. Si justement l'agression sexuelle a été violente, on cherche pour des preuves justement d'agression physique qu'il aurait pu avoir comme des bleus, des esquimoses. Après ça, on regarde est-ce qu'il y a du sperme à l'intérieur. Donc, il y a bien des gens, effectivement, qui ça leur tente pas parce qu'il faut peut-être faire ça dans un délai de 5 jours après l'agression. Là, c'est pas 3 mois plus tard. Là. C'est dans un délai très court qu'il faut le faire pour que ça soit considéré légalement valable. Fait que de convaincre quelqu'un qui vient de vivre un traumatisme d'aller faire un processus comme ça peut être difficile. Heureusement, il y a des ressources. Tu peux être accompagné justement il y a des organismes qui offrent des intervenantes qui vont t'accompagner, qui vont tenir ta main si tu veux, etc., qui vont marcher à travers le processus. On peut faire ça, on peut appeler ces organismes-là puis avoir un intervenant dans, 1 heure après que l'agression s'est passée si tu te diriges à l'hôpital. Fait qu'il y a beaucoup de ressources qui peuvent accompagner, mais c'est sûr qu'on peut pas dire que c'est un processus. Les kits là, médicaux légaux là, que ça s'appelle. Trousse médico-légale. C'est ça. Ah oui, c'est ça, trousse, merci. On peut pas considérer que c'est un processus particulièrement intéressant, particulièrement après une agression sexuelle. Puis ça veut pas nécessairement dire qu'on va trouver quelque chose non plus, t'sais.
Mais c'est intéressant de vous entendre parce qu'on entend aussi parfois le jugement de, ben voyons, elle n'est pas allée, elle s'est pas aidée. Je l'ai déjà entendu, ça. C'est intéressant d'avoir vos explications. Il y a des réactions sur ce sujet-là, bien sûr. Là, ça vient nous chercher. Là, tout le monde a une opinion là-dessus, là, sur le verdict des 5 hockeyeurs de Hockey Canada. Il y a Charles qui dit, moi, ce qui me turlupine dans cette saga-là, c'est que les avocats ne cherchent pas la vérité, mais l'acquittement à tout prix de chacun des accusés. Et ça, ben, ça entache le système de justice, à mon avis, à moi. Il y a également Claude qui dit, la pauvre victime se battait contre 5 avocats. La justice est à repenser au Canada. C'est sûr que c'est une histoire choquante, vraiment choquante. On vous garde François Renaud. Si cette histoire-là vous fait réagir, vous avez un grain de sel à ajouter. 187 Cube Radio, 1877 827 2346.